L'AEI n'a pas vraiment besoin d'une introduction à Thomas Sowell, mais vous allez en recevoir une quand même. M. Sowell a commencé comme un économiste de premier ordre. Sa curiosité pour la façon dont le monde fonctionne, d'une manière qui n'est pas correctement prise en compte par les modèles économiques, a fait de lui un sociologue et un historien de classe mondiale. Je suppose que le sociologue nécessite quelques explications. Car à l'université de Chicago, que nous avons fréquenté tous les deux, la sociologie était considérée comme un cours d'instruction civique de niveau secondaire, mais sans l'idéologie idiote. Tout domaine qui compte, Robert Nisbet et Peter Berger méritent l'attention des meilleurs esprits. Alors pardonnez-moi Tom de vous avoir traité de sociologue. M. Sowell nous a donné, en succession rapide, et j'insiste sur succession rapide, le présent livre Conquête et culture, et ses pensées précédentes étaient dans Migration et culture et Race et culture. Et à côté de cette trilogie, il y a eu divers autres livres, et ce qui semble être une carrière à plein temps dans le journalisme. Chaque année, à la réception des institutions Hoover à Washington, il y a une exposition de livres écrits par les chercheurs de cette institution. Et chaque année, il y a un ou deux nouveaux livres de M. Sowell. Mais il n'est jamais là. Il est chez lui en train de finir son prochain livre. Personne ne devrait être aussi prolifique. Je ne peux que penser qu'il est en grande partie responsable des bénéfices d'Evelyn Wood. Le pire, et c'est vraiment le cas, c'est que ces écrits ne sont pas seulement prolifiques, ce sont des réflexions profondes sur des faits culturels découverts au cours de lectures prodigieuses et de voyages à travers le monde. Ils sont une réprimande aux théoriciens de salon et une réfutation des stéréotypes et des idéologies rigides. Les lire, c'est en profiter énormément. Comme le dit Tom Sowell, le thème sous-jacent de cette trilogie est que les groupes raciaux, ethniques et nationaux, ainsi que les nations et les civilisations, ont leur propre culture respective, sans lesquelles leur histoire économique et sociale ne peuvent être comprises. Ce qui, selon lui, heurte de front les visions acceptées selon lesquelles le sort des minorités est déterminé par la société, ainsi que la doctrine dominante du multiculturalisme. M. Sowell dit que sa trilogie aspire à cette catégorie, et je cite, « d'œuvres qui peuvent être visiblement plus qu'éphémères, mais toujours considérablement moins que définitives. » Le lecteur trouvera que cette aspiration est une déclaration trop modeste de son accomplissement. Veuillez accueillir M. Sowell. Merci. Je pense devoir commencer par briser l'idée que j'écris ces livres rapidement. J'ai commencé à écrire cette trilogie en avril 1982. Et donc le livre qui vient de sortir est sorti 9 mois après le livre précédent. Mais il n'a pas été écrit en 9 mois à l'origine. J'ai commencé à l'écrire en un seul livre. Comme une dizaine d'années passaient et que le manuscrit commençait à s'étoffer, j'ai réalisé que personne ne publierait un livre de la taille du dictionnaire anglais d'Oxford, sauf bien sûr si c'est le dictionnaire d'anglais d'Oxford. Je me suis donc retrouvé avec la tâche de savoir ce que j'allais faire de tous ces documents, et s'ils verraient un jour la lumière du jour. En désespoir de cause, je me suis demandé ce qui pouvait être publié tout de suite, et il s'est avéré que c'était la dernière section qui pourrait fonctionner de manière autonome. La dernière section a donc été publiée en premier. Puis il m'a semblé que les deux sections les plus faciles à transformer en un livre étaient les deux sections du milieu, avec
un peu de réécriture. Elles ont donc été publiées ensuite. Et maintenant, j'arrive enfin à la première section, Conquête et culture. Si quelqu'un envisage de lire cette trilogie dans l'ordre opposé à celui dans lequel elle a été publiée, cela aura le plus de sens. Il y a une question. Pourquoi l'ai-je écrit? Après tout, j'ai consacré près d'un tiers de ma vie d'adulte à ce seul projet. Il avait pour but de répondre à l'une des questions les plus fondamentales. Pourquoi y a-t-il de si grandes disparités de revenus et de richesses entre les groupes raciaux et ethniques, entre les nations et entre les civilisations? Maintenant, les gens de différentes parties du spectre philosophique ont leurs propres explications différentes. Et l'inquiétude sur ce fait est répandue à travers tout le spectre philosophique. Ce n'est pas un écrivain radical, mais Milton Friedman, qui a fait référence aux inégalités flagrantes de revenus et de richesses qui choquent la plupart d'entre nous et a déclaré « Peu de gens ne peuvent manquer d'être émus par le contraste entre le luxe dont jouissent certains et l'extrême pauvreté dont souffrent d'autres. Si nous voulons aller au-delà de la pauvreté dans un monde où elle n'a manifestement pas à exister compte tenu des possibilités technologiques, nous devons chercher des explications qui tiennent la route. Et l'histoire offre la possibilité de tester les explications contre un éventail plus large d'expériences et surtout vis-à-vis de l'expérience des personnes avec lesquelles nous n'avons aucun lien particulier, c'est-à-dire qui ont vécu il y a des centaines d'années et des milliers d'années, et à des kilomètres de là où nous sommes, et à propos desquels nous ne sommes pas engagés au regard des arguments du jour, qui font rage dans notre pays. L'histoire de la conquête. Il y a deux explications fondamentalement différentes, qu'il s'agisse de différences de revenus et de richesses au niveau national ou international. La première est que ces différences sont causées par des facteurs externes, comme la discrimination, l'exploitation ou le capital humain. Et bien sûr, si toutes ces choses s'appliquent, dans certains cas, dans l'histoire des conquêtes, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir le contraste, je pense, entre l'impérialisme de l'Espagne et l'impérialisme de l'Empire romain. L'Espagne a simplement transféré d'énormes quantités de richesses, principalement sous la forme d'or et d'argent, de l'hémisphère occidental vers elle-même. À la suite de ces transferts, la quantité d'argent en Europe a triplé, provoquant une inflation sur tout le continent. Les Espagnols ont également emporté de l'or par tonnes, sauf celui qui a été intercepté par les pirates britanniques en haute mer. Mais à la fin, l'Espagne a épuisé l'or et l'argent, et les Indiens sont morts en travaillant dans les mines. L'Espagne est restée l'un des pays les plus pauvres d'Europe occidentale. Nous ne pouvons donc pas expliquer les conditions actuelles de tous les groupes et pays par les seuls maux qu'ils ont commis dans le passé ou même par les cas où ils ont en fait transféré des revenus et des richesses. Je pense que l'argument le plus fort contre la théorie de l'exploitation au niveau international est ce qui s'est passé après le départ des puissances impérialistes. Et ici, le livre commence par les Britanniques. Et bien que nous pensions que les Britanniques sont, vous savez, des impérialistes sur l'empire duquel le soleil ne s'est jamais couché, le fait est que pendant un cinquième de son histoire enregistrée, ils étaient un pays conquis et une province de l'Empire romain. La question est de savoir quelles ont été les conséquences culturelles de cette situation. Tout d'abord, avant l'arrivée des Romains, personne en Grande-Bretagne n'avait jamais dit ou fait quoi que ce soit qui puisse faire que son nom soit mentionné dans les pages de l'histoire. Il n'y avait pas de bâtiments en Grande-Bretagne avant que les Romains ne viennent les construire. Il n'y avait pas de Londres avant que les Romains ne construisent Londres. Mais les conséquences culturelles peuvent être vues non seulement sur ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient là, mais par ce qui s'est passé après leur départ. Parce que lorsque l'Empire, dans les siècles suivants, a été attaqué sur le continent, les Romains se sont volontairement retirés. Ils ont quitté la Grande-Bretagne en laissant tout intact pour aller essayer de défendre l'Empire. En Grande-Bretagne, le niveau de vie a commencé à décliner et les preuves en sont nombreuses. La brique, le verre, le chauffage central, tous ont disparu pendant des siècles dans les îles britanniques. L'unité politique qui avait été créée par les Romains, la Grande-Bretagne romaine, s'est désintégrée en unités plus petites. Les types de biens qui avaient été produits en masse sous les Romains ont commencé à être grossièrement fabriqués à la main. Même les morts ont reflété ce changement.
les gens étaient enterrés dans des tombes moins profondes et plus souvent sans cercueil. Ce phénomène s'est également produit sur le continent où des villes entières ont parfois disparu et d'autres ont simplement décliné. On voit quelque chose de similaire arriver dans notre temps. Dans les 20 ans qui ont suivi le retrait des impérialistes européens d'Afrique, Dans certains pays, le niveau de vie était inférieur à ce qu'il était lorsque les impérialistes étaient là. Plus récemment, avec l'effondrement de l'Union soviétique, lorsque les Russes se retirent maintenant de l'Asie centrale, pour la première fois en 200 ans, le niveau de vie baisse et n'augmente pas, comme il le ferait si l'exploitation serait vraiment une explication. Il fut un temps où il était à la mode de glorifier les conquêtes. Mais en fait, nous sommes devenus beaucoup plus conscients des oppressions et des atrocités qui les accompagnent. Conquête et culture commence par une citation de John Stuart Mill, selon laquelle les conquérants traitent presque universellement le peuple conquis, selon ces termes, comme de la simple terre sous leurs pieds. Fin de citation. Cela soulève la question de savoir quel est l'équilibre net entre le bien et le mal dans les conquêtes. Ce livre répudie explicitement toute tentative d'établir un tel équilibre. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous pouvons essayer de comprendre ce qui s'est passé et quelles ont été les causes et les conséquences. Cela ne fait pas de l'histoire des conquêtes une sorte d'exercice académique antiseptique, car elle a de sérieuses implications pour certains des problèmes majeurs de notre époque. Encore une fois, le thème central de ces grandes disparités de richesse, je pense qu'elles sont éclairées. par certains de ces histoires de conquête, ainsi que par l'histoire des migrations dans le volume précédent. Beaucoup de gens semblent penser que ces disparités sont quelque chose de remarquable. En discutant de la crise indonésienne, beaucoup de gens ont dit que les Chinois ne représentent que 5% de la population indonésienne et qu'ils possèdent 80% du capital du pays. Comme si c'était étonnant et vraisemblablement sinistre. En fait, de telles situations ne sont pas rares du tout. Dans la Russie du 19e siècle, les Allemands représentaient 1% de la population du pays et constituaient 40% du haut commandement militaire russe. Ils représentaient plus de la moitié des fonctionnaires du ministère russe des Affaires étrangères. En Grande-Bretagne, pendant une période d'une centaine d'années, lorsque les chercheurs se sont penchés sur la correspondance diplomatique, ils ont constaté que la correspondance diplomatique des Russes était écrite en allemand. Les Allemands constituaient également la grande majorité de tous les membres de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. De plus, il s'agissait d'Allemands baltes qui étaient eux-mêmes une minorité au sein de la minorité des 1% d'Allemands en Russie. Ils étaient loin d'être aussi nombreux que les Allemands de la mer Noire ou les Allemands de la Volga. Au Brésil du XXe siècle, au début, à Rio Grande del Sol, 100% des industries étaient de propriété allemande. Il s'agissait notamment de la fabrication de malles, de poêles, de chapeaux, de papier, de savon, de verre, d'allumettes. Les Juifs n'ont jamais représenté plus de 1% de la population australienne. Et pourtant, à une époque, ils possédaient la plupart des magasins de vêtements de Melbourne. En Pologne, entre les deux guerres mondiales, les Juifs ne représentaient que 11% de la population. Mais ils étaient plus de la moitié de tous les médecins, 2 tiers, et dirigeaient plus de 2 tiers du commerce du pays. Ils étaient également les 3/5 de tous les médecins en Hongrie, où ils représentaient que 6% de la population. Les Indiens étaient tellement présents dans le commerce de l'Afrique de l'Est, à l'époque coloniale, que le roupie est devenu la monnaie standard dans une grande partie de l'Afrique de l'Est. À l'apogée de leur population en Ouganda, avant les expulsions massives d'Idi Amin, les Indiens, les Pakistanais et les Goans réunis représentaient à peine 1% de la population. Pourtant, ils possédaient à un moment donné 80% du capital du pays, y compris 90% de ces égreneuses du coton. Il serait possible de faire le tour du monde et de remonter dans l'histoire en citant des groupes similaires et des disparités flagrantes concernant les immigrants japonais dans le sud du Brésil, les Parsis en Inde, les Libanais en Afrique de l'Ouest, les Italiens en Argentine, les Grecs dans l'Empire ottoman ou les Igbo dans le nord du Nigeria, parmi d'autres.
Ici, aux États-Unis, il suffit d'allumer un poste de télévision pour constater une disproportion raciale flagrante dans le basketball professionnel. Et si vous prêtez attention aux compagnies de bière qui sponsorisent ces événements sportifs et d'autres, vous découvrez que ces compagnies de bière ont été créées presque exclusivement par des Américains d'ascendance allemande. Ainsi, malgré ce que l'on suppose dans les médias, dans la politique et dans les tribunaux, les disparités statistiques flagrantes sont la règle et non l'exception dans les pays du monde entier, et ce, depuis des siècles. Il reste à savoir pourquoi il y a de telles disparités. Il est étonnant de voir combien de personnes qui trouvent ces disparités à la fois choquantes et déroutantes ne se penchent jamais sur la disparité dans les entrées qui sont à l'origine des disparités dans les sorties. Par exemple, à l'époque où l'admission dans les universités du Sri Lanka se faisait par examen plutôt que par des quotas raciaux, comme ce fut le cas par la suite, les membres de la minorité tamoule obtenaient plus de la moitié des meilleures notes aux examens de mathématiques, pour plusieurs, des 16 sur 20 aux examens de mathématiques, plutôt que la majorité sénégalaise. À l'apogée de l'industrialisation britannique, 40% de tous les brevets du monde étaient détenus par les Britanniques. À la fin du 19e siècle, 3 pays seulement produisaient plus de la moitié des produits manufacturés dans le monde: la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis. Et cela devait rester ainsi pendant plusieurs décennies. On a récemment estimé que 17% de la population mondiale produisait 80% de la production mondiale. Il ne s'agit pas non plus toujours de différences entre personnes biologiquement différentes. Il y a quelques années, on estimait que les 36 millions de Chinois d'outre-mer produisaient autant de richesses que le milliard d'habitants de la Chine elle-même. Maintenant, cela a probablement changé, maintenant que la Chine a récupéré Hong Kong. Lorsque les gens parlent des causes internes ou externes de ce type de disparité, ils utilisent souvent des termes inutilement étroits. Lorsqu'ils parlent de la nature contre l'éducation ou de l'hérédité contre l'environnement, la nature est presque invariablement considérée comme les gènes. Dans les 3 livres de cette série, la nature inclut également la géographie. Et la géographie a un impact énorme. Pas seulement dans les cas évidents de gisements d'or dans certains pays et pas dans d'autres, de gisements de pétrole dans d'autres endroits, de sols fertiles dans certains endroits et pas dans d'autres, etc. Je soutiens tout au long de ces 3 livres que l'effet le plus profond de la géographie s'exerce sur des gens, et en particulier leurs contacts. Quelle est l'étendue de leurs contacts avec les autres peuples du monde? Et je donne un exemple concret. Lorsque les Britanniques ont affronté les Iroquois en Amérique du Nord, leur univers culturel était de taille radicalement différente. Les Britanniques ont pu arriver en Amérique du Nord que parce qu'ils avaient sur leur navire des hélices qui avaient été inventées en Chine. Ils étaient capables de naviguer avec la trigonométrie inventée en Égypte. Ils étaient capables d'utiliser toutes sortes de connaissances écrites dans des lettres créées par les Romains. Ils faisaient leurs calculs avec des chiffres créés en Inde et apportés en Occident par les Arabes. Pendant ce temps, les Iroquois ne pouvaient pas s'appuyer sur les Aztèques ou les Incas parce qu'ils ne connaissaient pas leur existence. Et l'une des raisons pour lesquelles ils ignoraient leur existence était que l'éventail de leurs contacts culturels était beaucoup plus étroit que celui des Britanniques. Il y a de nombreuses raisons à cela dans l'hémisphère occidental. Avant l'arrivée des Européens, il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait pas de bœufs, il n'y avait pas de bêtes de somme capables de porter des grandes charges sur de longues distances ou de tirer des charrues. Les Esquimaux utilisaient des chiens, les Indiens des plaines utilisaient des chiens. Il y avait des lamas dans les Andes, mais ce n'était pas comparable à ce qui peut être fait avec des animaux tels des chevaux, des bœufs ou des chameaux. Il y a d'autres sortes d'animaux qui n'existaient pas. Et donc la portée que vous pouviez atteindre était très limitée par cela. Plus généralement, les voies navigables jouaient un rôle dans la détermination de la taille de votre univers culturel. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet lorsque j'ai découvert qu'avant la construction du chemin de fer transcontinental,
il était possible d'atteindre San Francisco plus rapidement et à moindre coût depuis un port chinois que depuis Saint-Louis, car c'est la différence entre le coût du transport terrestre et celui du transport maritime. Les habitants de la ville de Belize, dans le Caucase, achetaient du kérosène à Houston, au Texas, à 8000 km de là, plutôt qu'aux champs pétrolifères de Bakou, à moins de 400 km de là, par voie terrestre. Et l'accès à l'eau est évidemment radicalement différent selon les endroits. Un autre fait qui m'a surpris et qui m'a semblé presque impossible au début, c'est que le continent africain, bien qu'il fasse plus de 2 fois la taille de l'Europe, a un littoral plus court. Il a un littoral plus court parce que le continent européen fait le tour de la côte comme ceci, qu'il y a des ports partout, alors que le continent africain a un littoral lisse avec très peu de ports. Si vous ajoutez les voies navigables, vous trouvez d'autres disparités énormes entre toutes les régions du monde. Parfois, vous avez des voies maritimes, mais elles ne sont pas navigables parce qu'elles plongent. Par exemple, le lit de l'Amazone descend de 20 000 sur les 1000 milles jusqu'à la mer. Le lit du fleuve Zaïre descend de 300 mètres sur une longueur de 400 km et s'est interrompu par des chutes. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas faire remonter les bateaux sur le fleuve Zaïre. Sur les Yangtze, en Chine, on peut faire remonter des navires océaniques de 10 000 tonnes sur des centaines de kilomètres et des navires plus petits sur des centaines de kilomètres au-delà. Il n'y a pas un seul fleuve sur le continent africain où l'on puisse faire cela. Même le Nil ne pouvait pas supporter les plus gros navires à l'époque romaine. Si vous regardez la proportion du continent qui est ouverte à l'eau, un tiers de l'ensemble du continent européen est constitué d'îles et de péninsules. 1% de l'Amérique du Sud est constitué d'îles et de péninsules. Et ce que cela signifie, c'est que les gens n'ont simplement pas un plus large éventail d'endroits qu'ils peuvent atteindre dans les endroits qu'ils connaissent bien. Un autre chiffre m'a frappé. Les Africains représentent 10% de la population mondiale et possèdent un tiers de toutes les langues du monde. C'est un des signes de la fragmentation culturelle, lorsque vous n'avez pas tous les éléments qui relient les choses entre elles. L'un des problèmes de cette approche est que certaines personnes la considèrent comme un déterminisme géographique, alors que la géographie détermine les limites et les individus déterminent ce qu'ils vont faire dans ces limites. Ainsi, par exemple, lorsque les Espagnols ont conquis l'Argentine possédait certaines des meilleures terres agricoles du monde. Mais les Espagnols n'y sont pas venus pour devenir agriculteurs, et cela n'a pas donc eu d'importance. Un demi-siècle avant Christophe Colomb, les Chinois ont effectué des voyages d'exploration plus longs que ceux de Christophe Colomb, dans des navires plus perfectionnés que les siens. Mais ils n'ont pas choisi de continuer. Ils ont en fait pris la décision délibérée de se retirer et de s'isoler du monde, une décision qu'ils ont payée pendant des siècles. Shelby Steele a encore une merveilleuse observation, que les Blancs ont désespérément peur d'être considérés comme racistes, et les Noirs ont désespérément peur d'être considérés comme inférieurs. Et le relativisme culturel sauve les deux, mais à un coût très élevé en termes de divorce avec la réalité. En une grande partie de ce qu'on appelle le relativisme culturel ou le multiculturalisme consiste à essayer de préserver artificiellement les cultures et à faire en sorte que chaque groupe se peigne dans son propre petit coin en vivant uniquement sur son propre capital. Et ce que cela fait, c'est recréer artificiellement les types de handicaps qui se sont avérés dévastateurs pour les personnes isolées dans le monde entier, qu'elles soient isolées dans les villages de montagne ou sur des petites îles dans les océans ou ailleurs. Qu'est-ce qui fait que certaines cultures sont plus propices au progrès économique que d'autres? C'est une question très vaste dont la réponse viendra de quelqu'un d'autre qui écrira une autre trilogie dans quelques années. Pour l'instant, il est difficile de faire admettre aux gens qu'il existe effectivement des différences internes majeures qui ne dépendent pas de la société extérieure.
La société extérieure a en fait une influence, mais nous ne pouvons pas partir de l'idée, a priori, que c'est nécessairement l'influence dominante. Pourtant, toute tentative de dire qu'il y a des facteurs internes revient à blâmer la victime. Mais bien sûr, on ne blâme pas quelqu'un pour quelque chose qui s'est produit avant sa naissance. La question est de savoir ce qu'il en est des conquêtes en particulier et de leur rôle. Et ça, c'est déjà un très gros livre en soi. Je vais juste terminer en citant le premier paragraphe de Conquête et culture. Il commence par une citation. « Nous ne vivons pas dans le passé, mais le passé en nous. » La conquête est un facteur majeur de ce passé et une partie importante des cultures du monde d'aujourd'hui. Les guerres de conquête ont changé la langue, l'économie et l'univers moral des peuples entiers. À la suite des conquêtes, l'hémisphère occidental est aujourd'hui une région plus importante de la civilisation européenne que l'Europe elle-même. Même ceux de l'hémisphère occidental qui détestent la civilisation européenne expriment cette haine dans une langue européenne et la dénoncent comme immorale selon les normes de moralité européenne. L'histoire de la conquête ne concerne pas seulement le passé, elle concerne aussi le présent et la manière dont nous sommes arrivés là où nous sommes économiquement, intellectuellement et moralement. Merci.